Alors mon travail, il s'articule autour des objets principalement, c'est-à-dire que je vais essayer de faire en sorte que les objets aient un environnement, un type de manipulation et une conservation idéale, ou en tout cas au mieux. Donc je vais devoir travailler à la fois sur l'environnement général du bâtiment, c'est ce qu'on appelle la conservation préventive. Donc on a une collègue ici, Gabriella, qui est spécialisée dans la conservation préventive et qui va vraiment s'occuper du bâtiment, des conditions thermohygrométriques, à la fois la température et l'humidité ambiante, de la luminosité aussi que les objets vont recevoir, des problèmes éventuels de poussière, de moisissure ou ce genre de problématiques qui pourraient arriver avec des objets en matériaux organiques. Et ensuite viennent les travaux qui sont liés vraiment à l'utilisation de l'objet. Donc on va avoir à la fois l'exposition des objets, donc je vais préparer en fait les objets à être exposés, à la fois en les sortant de leur boîte, en faisant un constat d'état, savoir dans quel état ils sont, faire un diagnostic, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il s'est passé, et faire à partir de là, voir quelles sont les causes, les conséquences pour l'objet et proposer un traitement, par exemple, s'il en a besoin. Ensuite, on va décider, évaluer quelles sont les conditions dans lesquelles il peut être exposé. Et on va le préparer vraiment là à l'exposition, donc préparer un montage, préparer un support et le mettre dans des bonnes conditions dans les vitrines. Pour chaque objet, on va devoir regarder déjà quels sont ses matériaux constitutifs. Par exemple, on va avoir des livres qui sont en papier, des livres qui sont en parchemin, des livres qui ont une couverture en cuir, d'autres qui ont des éléments en bois, qui ont des éléments en textile ou encore des éléments métalliques. Et donc chaque objet a une interaction de matériaux différents qui fait que, en plus de son histoire, donc du temps qui a passé et de tous les types de dégradations qui ont pu se passer sur lui, on va avoir un objet très composite et du coup une approche et un traitement absolument adaptés à chaque item. Pour la restauration, en conservation-restauration, on a vraiment des spécialités. Donc on va être spécialisé ici, par exemple, sur les arts graphiques, le livre, donc plutôt ce qui est matériaux papier, parchemin, cuir, papyrus aussi. Après, dans les spécialisations, on a des spécialisations. Une de mes collègues est restauratrice de papyrus, par exemple, et elle a vraiment appris à restaurer le papyrus en particulier. Nous, on a des compétences générales que l'on apprend notamment à l'école. Donc, on a un master en restauration du patrimoine. Ensuite, on est obligé effectivement soit de se spécialiser un petit peu plus selon les types d'objets. Moi, par exemple, c'est le livre. Donc, j'ai fait de la reliure. J'ai appris aussi les différents types de matériaux et de techniques qui sont liés à la reliure pour comprendre à la fois comment le livre était fait, était fabriqué, quels sont les types de matériaux. Et ensuite, on apprend tout ce qui est interaction physique, chimique, et les interactions avec l'environnement, donc comment les dégradations peuvent apparaître aussi. Après, forcément, la conservation-restauration, c'est vraiment un métier qui est en pleine évolution, qui est beaucoup lié aux recherches scientifiques qui sont adaptées aux matériaux, qui sont adaptées aussi aux nouvelles stratégies et aux nouvelles normes que l'on peut avoir grâce au développement technologique, par exemple. Et donc, on assiste à beaucoup de colloques, on a des revues spécialisées dans le domaine et on se met à jour très régulièrement pour avoir soit un point de vue en fait sur ce que l'on a pu faire en restauration, qui n'est peut-être plus adapté, ou alors on a un recul sur un matériau, sur une technique ou sur une pratique, ou même sur une manière d'envisager la restauration aussi. Est-ce qu'on va aller si loin? Est-ce qu'on va vouloir faire autant sur un objet? Ou alors est-ce qu'on va vouloir préserver l'intégralité de l'objet et aussi les multiples témoins en fait, du temps qui est passé dessus? Après, voilà, on essaye de cumuler tout ça et d'avancer en fait. On a besoin des nouvelles technologies, notamment pour tout ce qui est identification des matériaux.
On a une partie artisanale dans le sens où on travaille avec nos mains, forcément. Par contre, on va avoir beaucoup d'informations qui vont être délivrées, par exemple, par des laboratoires. Dernièrement, on a eu une analyse des pigments et aussi des colles qui avaient été utilisées sur un papyrus, ce qui va nous permettre d'identifier le type de colle, ce qui va nous permettre d'envisager un traitement qui sera vraiment adapté à ce type de colle-là. Donc, au lieu d'être un petit peu dans le test, en fait, directement sur l'objet, on a vraiment accès aux technologies qui nous permettent de ne pas toucher l'objet, d'avoir des analyses qui sont complètement non destructives et qui nous permettent d'adapter tout de suite notre proposition de traitement pour intervenir au minimum sur l'objet. Avant une exposition, on va vérifier que les couches picturales soient saines, qu'elles soient stables et intervenir si besoin est. Donc par exemple, ici, on va regarder si au niveau du visage, si ces zones-là, elles ne vont pas être pulvérulentes, puisqu'on a l'impression. Donc on va simplement approcher un pinceau et voir si quelque chose bouge. Et là, on a quelque chose qui bouge. Donc à partir de ce moment-là, on va venir avec un choix d'adhésif en fait, que l'on va venir vraiment apposer de manière très délicate et très ponctuelle sur les zones qui pourraient éventuellement être en danger en fait, qui ne sont pas stables. Après, on ne va pas intervenir sur toutes les zones non plus, dans le sens où, par exemple, là, il y a un tout petit fragment. Je ne sais pas du tout si c'est la zone parce que c'est vraiment minuscule. Là, on l'a en très grand sur l'écran, mais c'est vraiment minuscule sur le manuscrit. Je ne sais pas si c'est une poussière ou si c'est un fragment de l'enluminure, si c'est récent ou si c'est ancien. Et dans ce cas-là, je ne vais pas intervenir pour dire d'intervenir parce que j'ai vu qu'une petite chose était désolidarisée. Je vais d'abord regarder l'ensemble, voir s'il y a vraiment un risque et à ce moment-là, on envisagera d'intervenir. Une colle. Ah ouais. Et là, on utilise sur parchemin une colle de vessie natatoire d'esturgeon. Et c'est un morceau vraiment de la vessie natatoire de l'esturgeon, de l'animal. Et c'est un type de gélatine en fait. C'est une colle protéinique qui nous permet d'avoir une grande flexibilité, donc qui permet de s'adapter au parchemin qui bouge et à la couche picturale qui, elle, est minérale principalement, donc qui est complètement fixe. Donc on a une compatibilité des matériaux qui est très importante en fait en restauration. On va rechercher des matériaux qui soient extrêmement compatibles, qui soient relativement réversible. Dans ce cas-là, c'est typiquement une intervention qui est irréversible. Si on vient mettre une colle entre une couche pectorale et un parchemin, sur d'aussi petites zones, on ne peut pas envisager qu'elle puisse avoir un degré de réversibilité qui soit intéressant. Par contre, on a du recul et des études scientifiques qui ont prouvé que c'était un matériau qui était de très bonne qualité et qui sera compatible avec ces matériaux-là. Après, on ne va pas utiliser l'esturgeon, par exemple, sur tous les types d'enluminure ou tous les types de pigments non plus. Des fois, ça réagit mal, des fois, c'est trop fort. On va avoir des algues japonaises qui nous servent de consolidants, comme on va avoir des matériaux synthétiques qu'on peut utiliser aussi. Ça dépend vraiment de l'approche que l'on a, mais surtout du matériau, des compositions et de l'état général. Le pigment n'a pas réagi de la même manière avec le liant dans le blanc ou dans le bleu. Donc il ne réagira forcément pas de la même manière avec un consolidant aussi. Donc déjà, il y a toute cette étude-là préalable qui nous permet de voir si notre intervention elle va être intéressante ou si elle reste d'être dangereuse. Alors quand on manipule des objets, on a tendance à se dire un objet patrimonial, on a besoin de porter des gants. Alors oui, on peut avoir besoin de porter des gants, on peut avoir besoin de porter certains types de gants aussi. C'est-à-dire qu'à chaque objet, comme on va appliquer un type de traitement particulier, alors on va choisir un type de gants particulier. La plupart du temps, pour la plupart des livres, on n'a pas besoin de porter des gants si on a les mains propres et si on connaît et on sait appréhender en fait l'objet de manière à ce que ce soit sécurisé. Donc par exemple, on va avoir des types de matériaux qu'on ne peut pas toucher avec les mains nues puisqu'on risque de les dégrader. Certains types de bois, certains types de métal, certains types de cuir aussi.
certains papiers trop fragiles, on ne va pas pouvoir aller mettre vraiment les mains dessus. Après, forcément, quand on touche à main nue, alors on sait que l'on a identifié le type de matériau auquel on s'adresse. On sait aussi qu'on va avoir un type de manipulation qui est très particulière. On va toucher au minimum l'objet, on va toucher des zones qui ne sont pas trop sensibles. On sait qu'on va mettre une certaine pression et le fait de toucher avec les mains nous permet aussi de toucher avec un maximum de sensibilité. Ce qui fait qu'on a une manière beaucoup plus sécurisée de manipuler l'objet. Par exemple, on voit souvent des gens porter des gants blancs. Alors oui, des gants blancs en coton, ça peut être très utile pour certains types d'objets. Pour un livre, pas forcément. Déjà parce qu'il faut absolument que les gants blancs soient extrêmement propres. Il faut qu'ils soient adaptés à la taille de la personne. Et il faut qu'ils permettent une sensibilité suffisante pour pouvoir tourner les pages sans risquer de frotter les pages ou de mettre trop de pression pour les prendre. Donc par exemple, on va plutôt conseiller des gants en nitrile ou des mains propres si on a un papier de bonne qualité qui est en bon état. Oui, j'ai eu affaire à une restauration particulièrement difficile dans le sens où je me suis retrouvée avec un objet qui avait des encres que l'on avait testé. Donc on teste la solubilité des encres pour voir si elles vont réagir à nos traitements, à l'eau ou à l'alcool par exemple. Et en l'occurrence, les tests étaient assez négatifs. L'encre était un petit peu soluble, on le savait, mais après un certain temps, dans certaines conditions. Donc on s'est dit c'est parfait, ça va bien se passer. Et en fait, en restauration de papier notamment, on utilise quand même assez fréquemment l'eau comme solvant. Et malheureusement, l'encre s'est solubilisée. Alors, elle s'est solubilisée dans le sens où elle s'est réactivée, donc elle a gonflé. Donc c'était minime, c'est arrivé, et le seul moyen de gérer ça, c'est d'attendre, de ne rien faire. Et ça, en fait, c'est ce qu'on nous apprend quand on travaille en atelier ou quand on travaille à l'école, c'est de savoir aussi réagir en fait à ce qu'il se passe. Parce que malheureusement, on ne sait absolument on ne peut pas avoir de certitude en fait en matière de restauration, dans le sens où oui, on connaît peut-être les matériaux, peut-être très bien grâce à une analyse. Oui, on connaît la technique qu'on veut utiliser et parfois on peut être complètement démuni en fait face à un objet qui a eu des interactions dans le temps que l'on ne connaît pas, qui a eu des interactions entre ces matériaux que l'on ne connaît pas, qui peut malheureusement avoir des interactions avec les matériaux ou les techniques que nous on va appliquer. Et c'est pour ça vraiment que l'on essaye d'intervenir au minimum sur les objets. Parce que malheureusement, on peut se retrouver avec un cas où en fait il y a une réaction qu'on n'attendait pas, et où on a un potentiel risque de dégradation supérieur à ce qu'on aurait eu si on n'était pas intervenu. Moi, j'ai eu de la chance, ça a séché, c'est resté en place, mais j'ai eu chaud et malheureusement, ça peut vraiment arriver à n'importe quel moment avec des objets patrimoniaux.